Bonjour les gens, nouvelle vidéo. Alors je vais reparler du port d'armes parce qu'il y a eu quelques réactions, généralement des idéologies pour ne pas changer. Donc l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors l'extrême droite défend le port d'armes parce que l'extrême droite pense que l'État doit être tout puissant, l'État est providentiel, le chef d'État est le monarque élu de droit divin et donc les règles et le code pénal comme pour les livres saints, sont écrits par Dieu, et donc Dieu est parfait, donc il faut obéir à Dieu, le système est parfait. Tous ceux qui rejettent le système sont soit des terroristes, soit des racailles, et donc il faut les combattre. Donc ça, c'est la vision caricaturale du monde par l'extrême droite. Puis après, vous avez un courant d'extrême gauche, des libertaires qui sont pour armer chaque individu, parce que l'idéologie d'extrême gauche est basée sur l'individualisme, et donc dans l'extrême gauche, on est anti-État et on pense donc que l'État ne doit pas avoir autant de pouvoir sur l'individu, c'est-à-dire avoir des forces armées qui peuvent arrêter l'individu. L'individu doit pouvoir se défendre de ces forces armées et donc il faut armer chaque individu. Voilà pourquoi il y a un courant d'extrême gauche qui est pour le port d'armes. Et il y a un autre courant d'extrême gauche qui n'est pas d'accord, c'est plutôt les hippies, les pacifistes, etc., qui sont plus dans l'optique de vie des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire de vivre en paix avec la nature. Le problème, et là j'entre dans le vif du sujet, c'est que les Indiens d'Amérique se sont fait envahir et coloniser par les cow-boys assez rapidement et qu'ils n'ont pas su se défendre correctement. Donc on voit bien qu'il y a une limite au pacifisme et à croire qu'on vit à Disneyland. Mais en général, les hippies viennent de milieux protégés, voire surprotégés, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs études dans des endroits où il n'y avait pas de violence, ils étudiaient devant leur piscine, ou ils ont fait des voyages, et ils vont que dans des endroits où ils fréquentent que des gens qui sont corrects, voilà, où il n'y a pas de réel conflit, et ça leur donne une vision du monde similaire à ce que eux vivent dans leur quotidien. Et c'est un peu pareil pour l'extrême droite en fait, parce que dans l'extrême droite, c'est plutôt des gens qui ont été maltraités. Je vais dire en fait que l'extrême gauche c'est plus l'enfant roi et l'extrême droite c'est plus l'enfant battu. Et le problème c'est de calquer son propre vécu, d'avoir une vision du monde qui ne correspond qu'à son propre vécu et de pas sortir de sa propre matrice pour complexifier sa pensée et créer une architecture sociale qui en vaille la peine. Donc l'extrême droite va dire, regardez, moi je suis un guerrier, le fait d'avoir été maltraité, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est bien ça le problème. Voilà, c'est bien ça le problème. Être parano et être prêt à flaguer tout le monde pour des raisons futiles, je pense pas que ce soit une bonne construction personnelle. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse pour l'extrême droite. Maintenant, c'est vrai que de ne pas avoir de système immunitaire du tout parce qu'on a été pourri gâté, c'est pas très avantageux parce qu'on a un complexe d'infériorité quand on rencontre des gens qui se sont construits dans la difficulté parce que effectivement, ils résistent mieux aux intempéries, on va dire. C'est un peu comme enfermer quelqu'un sans qu'il ait de contact avec l'extérieur où il y a des bactéries, etc. Si ça dure trop longtemps, la personne, elle sort, elle tombe malade tout de suite parce qu'elle n'a pas de système immunitaire. Donc le fait de confronter les gens aux obstacles et aux difficultés, ça leur permet de construire un système immunitaire qui s'adapte en fonction de la difficulté. Donc l'expérience, c'est quand même important. Donc c'est ça que je voulais dire en fait, parce que par rapport au fait que que j'ai dit que je sois contre le port d'armes en démocratie, voilà, je suis passé pour un bobo gauchiste, mais c'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut un juste milieu. Et pour moi, le juste milieu, je vais vous l'expliquer maintenant, c'est les arts martiaux. Alors, je vais vous énoncer les 3 règles des arts martiaux. La première règle, c'est le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de l'éviter. Alors là, l'extrême droite va dire, non, le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de le faire. Alors, je vais vous expliquer cette pensée. En fait, c'est comme si vous visiez un 18 sur 20. Un 18 sur 20, c'est quoi? C'est, j'ai un conflit avec quelqu'un, j'essaye la diplomatie parce que j'essaye de voir quels sont ses intérêts, quels sont les miens, et s'ils peuvent pas converger. Si nos intérêts peuvent converger, pourquoi entrer en conflit? C'est ridicule. Parce que le conflit, ça amène à la destruction. Le propre de quelqu'un qui entre en conflit, c'est de tenter de détruire. Donc oui, vous allez tenter de détruire l'autre, et peut-être que ça va marcher, mais peut-être que l'autre va tenter de vous détruire aussi, et donc il va occasionner des blessures, des traumatismes, et donc, oui, vous gagnez le combat, mais vous êtes perdant dans le sens où ce que vous retirez du combat, c'est du traumatisme, et
et voilà, une mauvaise façon d'être. Finalement, le combat en soi, c'est déjà une défaite quand on regarde. Si on arrive à faire converger nos intérêts, on arrive à 18 sur 20, il n'y a plus besoin de conflit. Voilà. Après, donc ça, c'est la première règle. Donc, éviter le combat, pas éviter le combat dans le sens où dans la vie, il faut choisir ses combats. Je prends des boxeurs professionnels. Imaginez le nombre de gens qui ont envie de défier un boxeur professionnel. Ils se disent, ouais, peut-être que le gars va glisser, que le gars sera pas en forme ce jour-là, donc je vais l'avoir, je vais choper sa réputation. Et voilà, moi, je vais upgrader parce que j'ai attaqué quelqu'un qui avait de la réputation. Ben oui, ben justement, le boxeur professionnel, il doit choisir ses combats parce que si tous les gens qui veulent se battre avec lui, il n'a pas le temps de faire ça. Donc il y a des combats à éviter, il y a des combats à choisir parce qu'il y a des combats qui en valent la peine, il y a des causes qui en valent la peine, il y a des causes gagnantes. Et le problème de l'extrême droite pour moi, c'est qu'ils défendent des causes perdues, des causes futiles. Voilà, parce qu'ils ont une vision biaisée du monde à cause du fait d'avoir été matrixés par la désinformation. Donc pour moi, voilà, c'est ça le problème. Il faut bien choisir ses combats. Donc ça aussi, c'est la règle des arts martiaux. Donc le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de l'éviter. L'éviter parce qu'il faut choisir ses combats, c'est ridicule de se battre pour n'importe quoi, d'avoir des pertes, des défaites, de se mettre en difficulté pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Et deux, parce que du combat, même si on est gagnant, on en ressort traumatisé ou blessé. Et donc, on arrive à avoir un 7 sur 20. Évidemment, si vous perdez le combat, que vous n'avez pas le choix, vous arrivez avec un 0 sur 20. Donc si vous combattez et que vous gagnez, vous avez 7 sur 20. Donc il vaut mieux 7 sur 20 que 0 sur 20 quand le combat est inévitable. Mais 7 sur 20, c'est beaucoup moins bien que 18 sur 20, par exemple. Donc il faut essayer la négociation avant. Alors, deuxième règle, convaincre vaut mieux que vaincre. Convaincre, ça veut dire essayer de persuader l'autre de ne pas entrer en conflit en lui montrant ses propres intérêts. Et en essayant de préserver les siens aussi, évidemment. Et donc, convaincre, le mot con, ça vient de cum en latin, qui veut dire avec. Donc, vaincre avec, c'est ça, convaincre. C'est vaincre ensemble, en fait. Quand j'essaye de convaincre quelqu'un, c'est-à-dire, j'essaye qu'on soit victorieux ensemble dans ce que je propose. Alors, parfois, ce que je propose n'est pas dans l'intérêt de l'autre, et donc il peut refuser d'être convaincu. Mais c'est toujours bon d'essayer la conviction. Donc, voilà. Alors, troisième règle, donc ça a à voir avec la diplomatie, évidemment. Éviter le combat, c'est ne même pas essayer de négocier, en fait, c'est juste éviter. Voilà. Après, il y a via la négociation, donc là, j'ai plus parlé de la négociation. Et puis, la troisième règle, c'est si les deux premières règles ne fonctionnent pas, il faut combattre. Et donc, qui veut la paix prépare la guerre. Et effectivement, c'est important de s'entraîner, de ne pas prendre les choses trop à la légère, de ne pas sombrer dans la naïveté. Mais c'est important de garder un juste milieu, de ne pas sombrer non plus dans la paranoïa, parce que quand on sombre dans la paranoïa, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui va se passer. Nous engendrons nous-mêmes ce que nous craignons quand nous sommes dans la paranoïa. Je prends un exemple bête. Un gars me regarde de travers ou je le regarde de travers. Je commence à faire aller mon imagination, ma suspicion. Si ça se trouve, il y avait zéro problème. Si on parle, il n'y a pas de problème et de ça. Mais chacun se fait son petit film. Et puis à la fin, il y a un combat. Alors que c'est un combat qui aurait pu être évité. Et finalement, en voulant éviter d'être blessé, parce que si je paranoïe, c'est parce que j'ai peur que l'autre m'attaque, ben, je vais entrer en combat et je vais être blessé. Donc j'ai engendré ce dont j'avais peur. Donc le port d'armes, pour moi, c'est ça. Si on généralise le port d'armes, en ayant peur de se faire tirer dessus, en ayant peur qu'il y ait une genre de guerre ou quoi, finalement, on tend vers la guerre civile, parce que si on arme tout le monde, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une guerre civile qui soit déclarée que si personne n'est armé. Alors là, on en vient à la vision des libertaires qui sont anti-État. Et là, ça se complique effectivement parce que si l'État décide d'attaquer son propre peuple, ce qui arrive dans une leucémie au niveau biologique, c'est-à-dire que le système immunitaire se retourne contre le corps, effectivement, le corps ne sait pas se défendre s'il n'a pas lui-même de l'immunité. Et donc, l'organisme doit recréer des cellules immunitaires à partir de cellules productives. Mais le truc, c'est qu'il faut être formé, en fait. Vous pouvez pas mettre des armes dans les mains de n'importe qui. Voilà, c'est ça les arts martiaux. Quand on est ceinture blanche, on ne maîtrise pas les katas, on ne se maîtrise pas soi-même au niveau du sang-froid, on n'a pas son esprit développé pour gérer les situations.
Et donc, en tant que ceinture blanche, on ne doit pas être armé comme un ceinture noire. Et donc, il faut une formation peut-être rapide ou quoi, mais en tout cas, dans les guérillas, si vous avez vraiment la volonté de faire une genre de révolution, vous allez bouger le cul de votre divan et vous allez aller chercher une arme où vous pouvez la trouver. Euh, les gens qui disent que l'État doit fournir les armes, si c'est un État tyrannique, c'est juste risible. Donc la personne qui vous en veut va vous donner l'arme pour que vous lui tirez dessus et vous espérez ça. Mais c'est que vous êtes juste fainéant ou pas assez bon pour faire une guérilla et laisser tomber tout de suite alors. Parce que votre révolution, elle va faire comme un pétard mouillé, elle va rien faire du tout. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser et pour créer des équipes efficientes et pour obtenir des armes, votre guérilla, elle va faire comme un pétard mouillé. Et d'ailleurs, c'est ça que les politiciens rigolent quand ils voient des manifestations et des barbecues dans les manifestations, parce qu'on est au degré zéro de la capacité stratégique et logistique pour obtenir la domination pour soi-même, pas forcément coloniser, mais en tout cas obtenir la domination pour ses propres choix. Voilà. Donc ça les fait rire tout simplement. Et le fait de leur demander des armes aussi, ça les fait rire, quoi. Enfin, c'est le même problème, quoi. C'est un peu une vision Disneyland des deux côtés, quoi. Donc, et c'est pour ça que j'en reviens à dire que c'est pas bon le port d'armes, parce que voilà, plus la société sombre dans la misère, plus il y a des problèmes psychologiques, et les problèmes psychologiques engendrent des phénomènes tels que la naïveté excessive ou la paranoïa. Donc je vais prendre des exemples. La paranoïa, ben, je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà pris un exemple, donc je vais pas me répéter, mais par exemple la naïveté, c'est il y a le feu à la maison, et ça c'est les hippies d'extrême gauche, c'est oh la lumière, que c'est beau la lumière, et ils voient la lumière du feu, et puis la personne fait mais bouge-toi, il y a le feu, il faut sortir, bouge-toi, non, la lumière, c'est beau la lumière, voilà, bon c'est un peu délirant comme ça, mais voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer, il faut un juste milieu, et les sensei d'arts martiaux, ils respectent les règles que je viens de dire, donc le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de l'éviter. Première règle. Deuxième règle, convaincre vaut mieux que vaincre. Pardon. Troisième règle, si les deux premières règles ne fonctionnent pas, le combat devient inévitable et il ne faut pas attendre d'être vaincu pour commencer à combattre. Donc voilà, il faut. Donc moi je suis pas pour une société où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de police, où il n'y a pas de militaires, mais je suis pour que ce soit pas n'importe quoi. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, et je reviens encore aux États-Unis, dans la police, ils vont recruter des jeunes de 18 ans qui n'ont aucune formation, qui sont des couillons, disons-le comme ça. Et quand quelqu'un est un peu lâche intérieurement, ben, il risque beaucoup plus de faire une bavure parce que la lâcheté engendre plus facilement la paranoïa. Donc si vous mettez une arme à un jeune de 18 ans et qu'il a des préjugés, ben, pour un simple contrôle au faciès, il va tirer, quoi. Donc ça ne va pas, il faut être formé. Il faut former les policiers, il faut former les militaires, et il ne faut pas que les former qu'au combat pur, il faut les former à l'esprit. D'ailleurs, dans Braveheart, William Wallace, il y a sa famille qui vient de se faire assassiner par les Anglais, il y a son oncle qui vient le chercher pour pas qu'il reste orphelin, et William Wallace, il regarde l'épée parce qu'il est fasciné par le fait que l'épée est étrange, par la domination et tout ça, et son oncle le regarde, il dit « Avant de t'apprendre à te servir de ça, je vais t'apprendre à te servir de ça. » Donc il lui dit d'abord l'esprit et ensuite l'épée. Et c'est pour ça que moi, au niveau des arts martiaux, je respecte beaucoup plus un mec qui est en chaise roulante et qui a un esprit philosophique de l'art martial hyper développé qu'un mec qui sait mettre des mawashigiri ou des high kicks à volonté, mais qui a aucun esprit, qui va mettre un mawashi à une vieille pour lui prendre son sac ou quoi. Je ne respecte pas ça, moi. Pour moi, ça, c'est pas de l'art martial. C'est pas de l'art. C'est du martial, si tu veux. Il n'y a pas le mot art dedans. Il n'y a pas une construction personnelle. Il n'y a pas une évolution de l'individu à travers le travail sur soi-même, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis, j'ai un autre exemple, c'est dans la révolution irlandaise contre la colonisation britannique. Donc, c'est le film Michael Collins. Donc, c'est l'IRA qui se bat contre les Anglais. À un moment donné, il y a justement deux camps qui se forment chez les révolutionnaires parce que Edmond de Valera a fait un compromis avec les Anglais en négociant la dépendance de l'Irlande
trop facilement. C'est-à-dire que l'Irlande ne devenait pas vraiment indépendante, mais que l'Irlande acquérait des droits. Et les révolutionnaires étaient allés tellement loin dans la révolte contre les Britanniques qu'ils voulaient plus, quoi. Ils voulaient pas simplement obtenir un bête droit à la con et puis repartir à l'esclavage alors qu'ils avaient fait tout ça. Et en fait, c'est Michael Collins qui négocie ce compromis-là plutôt, pardon, et c'est De Valera qui crée le camp de l'hyper-indépendantisme irlandais. Donc il y a deux camps qui vont s'affronter chez les Irlandais. Et l'ancien ami de Michael Collins, qui était précurseur de la révolution avec Michael Collins, il va aller rejoindre Edmond De Valera. Et en fait, Michael Collins, il croyait bien faire parce que pour lui, le fait qu'il y ait des morts comme ça servait à rien. Donc pour lui, le fait qu'il y ait des compromis entre l'Irlande et l'Angleterre, c'était mieux qu'un indépendantisme acharné qui allait amener à une guerre totale et peut-être la défaite de l'Irlande. Enfin voilà, on peut comprendre, c'est des sujets compliqués. Donc ça, c'est juste pour rectifier la petite erreur que je viens de faire. Mais ce que je veux dire, c'est là où je veux en venir, c'est que l'ami de Michael Collins, qui va rejoindre le camp de Valera, devient son ennemi en fait. Et à un moment donné, il se pourchasse dans les rues et il y a un jeune, parce qu'on met des armes dans les mains des jeunes, voilà, et c'est justement l'exemple que je veux prendre, il va descendre son ami. Il va être dans les égouts, je sais pas quoi, et le jeune va le voir, et comme il est en position de faiblesse, il va en profiter, il va prendre son fusil et il va le buter. Et Michael Collins, voilà, va arriver, et il y a quelqu'un qui va vanter le jeune, il va dire ouais, c'est lui qui l'a abattu et tout ça, et Michael Collins, il va être comme ça, il va dire toi t'as rien compris, il dit tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Et effectivement, et il l'empoigne comme ça, il s'énerve et il lui prend le fusil des mains, genre comme si c'était un gosse, il fait putain, lâche ça, c'est pas un jouet quoi. Et en fait, ouais, pour lui, c'est un gosse qui vient de faire une grosse connerie. Il a tué son ami, et son ami, c'était un précurseur de la révolution. Donc, c'était un gros cerveau, quoi. Ils viennent de perdre un méga élément, en fait. Et c'est pour ça, il dit au jeune, t'as rien compris. Parce que le jeune, lui, au niveau de la révolution, il vaut rien du tout. C'est pas méchant, mais il y a une hiérarchie qualitative dans la production ou dans le conflit. Et c'est ça que je dis avec les arts martiaux. Faut pas confondre les ceintures blanches et les ceintures noires. Et ça se mérite, la ceinture noire. Ça se mérite pas seulement parce qu'on met un mawashi, ça se mérite parce qu'on a l'esprit de la ceinture noire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc effectivement, qui veut la prépare la guerre. Et donc, je vais prendre des exemples peut-être qui vont pas plaire, mais le continent africain, c'est en psychologie, on va dire qu'il a été trop gentil. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de système immunitaire, il s'est laissé coloniser, et maintenant qu'il a été, comment dire, vassalisé, détruit et manipulé, les problèmes qui se passent à l'intérieur, on dit que c'est de leur faute. Et comme ils n'ont pas pu se défendre et qu'ils ont été colonisés, ils savent pas, ils n'ont pas de moyens de dire que c'est pas de leur faute, parce qu'on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs, et c'est un peu ça le problème. Donc on leur rejette la faute maintenant sur les problèmes qu'ils ont chez eux, alors que c'est clairement la colonisation qui a amené toute la merde. Et c'est ça pour moi la différence avec un pays comme la Russie, par exemple, parce que eux ils essayent d'être diplomates à l'international, et t'en as qui abusent toujours, mais ils ont quand même de quoi répondre, quoi. C'est-à-dire la Russie elle a la bombe atomique, la Russie elle a une armée, mais ils commencent pas à coloniser, à être parano, à attaquer n'importe qui, n'importe comment, mais ils disent ils respectent les règles des arts martiaux, voilà. Première règle, deuxième règle. Si on atteint la troisième règle, voilà, tant pis. Hein. Voilà, ils préviennent. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Vous voyez, il n'y a pas de regret à avoir parce qu'on a prévenu. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour que ça se passe bien. Le regret, il doit être dans le camp de celui qui a été parano, de celui qui a frappé trop vite, de celui qui n'a pas de considération en dehors de son ego. Voilà, le regret doit être là, en fait. Et il faut leur faire comprendre aux gens qui fonctionnent comme ça que le regret doit être dans leur camp. La culpabilité doit aller chez eux. C'est chez eux qu'elle doit toquer. C'est eux qui ont une dette envers la culpabilité. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Elle est bien longue, elle va faire bientôt 20 minutes. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas dans la naïveté d'extrême gauche hippie à se laisser faire comme les Indiens d'Amérique ou malheureusement comme le continent africain s'est laissé faire. Et puis, je suis pas non plus dans la mentalité excessive d'extrême droite, justement avec les cow-boys colonisateurs ou les GI américains qui vont attaquer les autres pour des raisons futiles. Et voilà, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo. Donc je vous laisse passer une bonne soirée.